Bienvenue dans le 13h. Il est arrivé à Dabou, chef-lieu des Grands Ponts, ce lundi 3 août. Le président Alassane Ouattara a échangé avec les populations. Il a pris connaissance de leurs différentes préoccupations avant de faire le point des investissements dans la région et aussi des projets à développer sur place. Sortie dans quelques jours de la 46e promotion d'élèves officiers de l'école des forces armées de Zambakro, notons que l'école a été délocalisée à Yamoussoukro en 2005 après le déclenchement de la crise ivoirienne. 178 otages de Boko Haram, dont une centaine d'enfants libérés par l'armée nigériane. Un leader du groupe terroriste aurait également été capturé au cours de ce raid dans l'état de Borno, fief de l'insurrection islamique. Bonjour à vous, merci de nous suivre pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Visite d'État dans la région des Grands Ponts. Première étape, Dabou, chef-lieu de région, a reçu ce matin le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara est chez lui à Dabou. Il l'a dit et il s'est dit heureux d'être avec ses populations. Et comme à chaque visite, des dons ont eu lieu, des échanges de dons entre les populations et le couple présidentiel. Le président a fait le point des investissements et des projets à réaliser à Dabou. Alassane Ouattara a appelé tous les habitants de Dabou à mettre fin aux querelles, à s'unir et à participer au maintien de la cohésion sociale et de la paix partout dans le pays. Nous avons investi plus de 11 milliards de francs CFA dans la région dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Et plus de 3 milliards, comme le disait Gabriel, pour le département de Dabou. Oui, il l'a cité également, nous avons fait le pont de Jacquesville et d'autres investissements à Jacquesville. Grâce à ces investissements et aux montants qui ont été alloués, nous avons procédé à des travaux d'électrification, à l'extension du réseau électrique, à la réparation des pompes villageoises, à l'extension du réseau d'eau potable, à la construction et à la réhabilitation de salles de classe et de collèges, à la réhabilitation et à l'équipement d'hôpitaux, au bitumage de la voirie de Dabou pour 3 km réalisés, mais je vous promets que nous serons à 10 km au cours des prochaines années. Pour le moment, nous n'avons fait que 3. Donc je suis venu aussi faire le point de l'état d'avancement de tous ces projets dont nous avons parlé. La Côte d'Ivoire est en paix et avec cette stabilité, la Côte d'Ivoire fera donc des miracles. Les gens parlent d'ailleurs déjà d'un deuxième miracle ivoirien et c'est grâce à cette stabilité que nous allons pouvoir l'accomplir. Et cette journée va être marquée par une deuxième étape, celle de Grand Laou, ce sera cet après-midi. La première dame a fait des dons aux populations de Grand Laou et de Dabou. À Grand Laou, Dominique Ouattara a offert 100 millions de francs CFA en équipement. Elle a fait passer l'enveloppe du FAPSI de 30 à 130 millions de nos francs pour la région. Thomas Guessambi. Du baume au cœur, Dominique Ouattara en apporte encore pour Grand Laou 12 mois après. Cette fois, pas en situation de calamité comme en août 2014, mais dans la dynamique de communion et de vision partagée du développement. Inondé hier par des pluies torrentielles, Grand Laou a été inondé ce week-end de dons de grande utilité de l'épouse du chef de l'État. Une expression de solidarité de Dominique Ouattara qui en tout temps accorde une place de choix à Grand Laou dans son cœur, dira Patricia Sylvie Yao, sa représentante. Votre sœur, Madame Dominique Ouattara, est celle-là même qui se tient à vos côtés dans la douleur, dans la tristesse, dans le malheur, dans les larmes. Mais elle est également celle qui se tient à vos côtés dans les événements heureux, comme celui qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire la visite du chef de l'État. Elle est encore là pour vous dire que c'est un soutien inconditionnel et à toute épreuve que Mme Dominique Ouattara apporte à ses sœurs de Côte d'Ivoire. Grand Laou se félicite d'avoir un tel prix aux yeux de la première dame et de son époux. Et ils sont fiers d'acclamer très fort le président Alassane Ouattara, qui a une épouse dynamique et fidèle à ses engagements vis-à-vis de ses sœurs. Et encore aujourd'hui, elle nous envoie des moyens financiers
pour que nous puissions nous prendre en charge. Les mots me manquent au nom de toutes les femmes de Grand Laou pour lui dire merci. À Grand Laou, ce sont au total 100 millions de francs CFA de dons de matériel, plus une augmentation de 100 millions de francs CFA de fonds d'appui aux femmes que la première dame Dominique Ouattara apporte à Grand Laou avant la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. La lumière fait désormais partie du quotidien des populations de Fizani-Koro. C'est un village du département de Séguéla. Il vient d'être raccordé au réseau électrique national. Abou Sanego. Après 55 années passées dans l'obscurité, Fizani-Koro, village situé dans le département de Séguéla, reçoit enfin la lumière. La mise sous tension du réseau électrique de ce village de plus de 500 habitants a été effectuée par Adama Tungara, ministre du pétrole et de l'énergie, qui avait à ses côtés Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des ressources animales et halieutiques. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de l'Afrique qu'un président inscrit dans les droits de l'homme le droit à l'électricité. Pour lui, le président, le droit à l'électricité est un droit fondamental. Heureuse bénéficiaire, la population de Fizani-Koro a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Nous tenons ici à remercier le président de la République, lui grâce à qui Fizani-Koro vient d'être l'un des villages à être émergent. Le fait qu'on a eu l'électricité dans le village, ça va apporter beaucoup de choses, surtout au niveau des jeunes. D'un coût global de 100 millions de francs CFA, cette réalisation est l'œuvre de la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, à travers le programme national d'électricité rurale Pruner, qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des populations. Les acteurs de la filière halieutique sont sensibilisés pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. Le projet de prévention et de réduction des pertes post-capture a été revu à mi-parcours. Herman Yamia. Le secteur des ressources animales et halieutiques joue un rôle important dans l'économie ivoirienne. Le sous-secteur des ressources animales contribue à lui seul à plus de 200 milliards de francs CFA au PIB. Et pour promouvoir cette croissance, la rencontre de Grand Laou, qui a réuni plus d'une cinquantaine de participants de divers secteurs liés à la valorisation des produits animaux et halieutiques, a permis d'identifier les opportunités quant à la relance de ce secteur en Côte d'Ivoire. L'un des thèmes de ce projet, c'est la prévention et la réduction des pertes post-capture. Donc, c'est justement de prévenir ces pertes-là et aussi de former nos femmes, ceux qui fument les poissons, ceux qui traitent les poissons, ceux qui vendent les poissons, c'est de les former pour qu'il y ait une plus-value dans leur activité. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Cet atelier intervient à un moment critique où certains pays africains sont confrontés à des problèmes nutritionnels et à une sécurité alimentaire. La Côte d'Ivoire, qui s'inscrit dans la perspective de l'émergence à l'horizon 2020, entend faire de ce secteur l'un des leviers de son développement. Dans 3 mois, le monde se réunit à Paris pour parler du changement climatique et la Côte d'Ivoire se prépare à participer à l'événement. L'opération Agriculture Zéro Déforestation vient d'être lancée afin de préserver le patrimoine forestier du pays et reboiser les zones du centre. Moussa Konaté. La déforestation, une des causes majeures du changement climatique. Une préoccupation certes mondiale, mais c'est localement que les États devront agir pour barrer la route au désert. La Côte d'Ivoire, elle se doit d'agir plus vite parce que les statistiques sont affolantes. Chaque jour, ce sont 77 fois la taille d'un terrain de football qui disparaissent. Dans l'optique d'inverser la courbe, le pays s'est engagé dans un mécanisme RED+, réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Un atelier sur la question a réuni pendant 2 jours les principaux acteurs nationaux. Vous savez, la déforestation a fait que les changements climatiques sont déjà au port de la Côte d'Ivoire, donc il y a lieu qu'on puisse s'adapter.
Et le ministère en charge de l'environnement a engagé le pays donc dans le processus qu'on appelle l'ARED+, qui va nous permettre de tendre vers une agriculture zéro déforestation, une agriculture qui sera durable, qui va s'adapter au changement climatique. Une agriculture zéro déforestation, c'est donc l'arme qu'a trouvé le gouvernement pour lutter contre l'agriculture intensive et abusive. Comment cela va-t-il se faire concrètement sur le terrain? Il s'agira donc d'accompagner nos agriculteurs en leur mettant à disposition des essences améliorées qui vont s'adapter au changement climatique, mais également leur mettre à disposition des pépinières forestières, ce qui va contribuer donc à développer l'agroforesterie. Selon le coordonnateur RED+, les discussions sont en cours avec les interprofessions des filières agricoles pour trouver ensemble des stratégies de lutte efficaces contre le réchauffement climatique. Des discussions dont les conclusions seront présentées au chef de l'État en septembre prochain avant la conférence sur le changement climatique qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Les sites et lieux marqués par la période de l'esclavage vont être mis en valeur par la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire. Et pour la réussite de cette opération touristique, parce qu'il s'agit bien de tourisme, des partenariats ont été signés avec les villages concernés, notamment dans les départements de Grand Laou, Sassandra et Tiasalé. Doigt de laser. C'est dans ces marmites que le dernier repas des esclaves ivoiriens a été cuit avant leur déportation vers l'Amérique et les pays européens dans les années 1800. Pour devoir de mémoire, la Fédération nationale de l'Institut hôtelière, FNIH, a initié un projet dénommé la route des esclaves de Côte d'Ivoire, projet piloté en 4 phases. L'identification des sites et des lieux de mémoire, le forum du Ghana, la recherche des archives et la mise en valeur des sites. En vue d'atteindre son objectif, la FNIH a signé une convention de partenariat avec les villages de Kanga-Niansé dans le département de Tiasalé, Nadibo 2 dans le département de Grand Laou, Misei et Loiri-Néo dans le département de Sassandra. Selon le président de la FNIH, cette nouvelle collaboration va permettre à ces différents villages de devenir des destinations touristiques en Côte d'Ivoire. Le projet Route d'esclaves va permettre de créer, au niveau de chaque site négrier, un pôle de développement économique autogéré par la communauté rurale du site. Les infrastructures hôtelières, de restauration maquis, de bars, ainsi que les marchés de l'artisanat et les boutiques de produits de fabrication locale constitueront les maillons forts du pôle économique du site. Les élus et cadres des départements concernés ont exprimé leur entière adhésion à l'initiative. Nous serons toujours présents à vos côtés pour que la mémoire collective de nos concitoyens garde ce pan entier de notre histoire, mais également par des actions de développement et d'exploitation économique que nous pouvons faire ensemble pour le bonheur de nos populations. À travers ce projet, la route des esclaves de Côte d'Ivoire, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière rend hommage à des milliers de bras valides africains qui ont subi la traite négrière et l'esclavage avant son abolition en 1880. Les auto-écoles face au défi de l'émergence et la modernisation du transport routier. 2 jours de réflexion ont été initiés par les professionnels des auto-écoles afin d'aborder ces questions capitales pour le secteur et pour la sécurité sur nos routes. Franck Quadio. Conduire bien à tout moment de la journée, de jour et même de nuit, c'est l'idéal, mais hélas, de plus en plus, le nombre d'accidents sur nos routes est élevé, 6 000 par an en Côte d'Ivoire selon le ministère des Transports. Et la formation dans les auto-écoles est décriée. Justement, les auto-écoles, les acteurs ont décidé d'aller réfléchir sur les difficultés de la corporation Ayam Sokro. Leur secteur est selon eux sinistré et souffre de divers maux. Nos tests sont trop vieux. Tout à l'heure, vous avez vu comment ça a été présenté. Ensuite, il y a l'uniformisation des prix. Nous avons des prix disparates qui ne correspondent à rien, qui ne représentent rien du tout et qui nous font faire de la formation au rabais. 2 jours de travaux du 30 au 31 juillet, des travaux dont la tutelle, le ministère des Transports dit attendre beaucoup. C'est de les encourager à réfléchir par eux-mêmes et pour eux-mêmes à ce qu'il semble être bon pour eux. Accroître la compétitivité et réduire les accidents sur les routes, une mission pour les 150 voire plus de participants représentant diverses délégations de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire.
Au menu des réflexions, le statut juridique, la réforme des programmes et le coût de la formation. Des réflexions et des motifs de satisfaction à l'issue des travaux. Le taux d'accident va baisser en Côte d'Ivoire parce qu'on a mis l'accent sur la formation et l'évaluation. On a harmonisé les tarifs, ce qui nous causait préjudice à son temps, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se lever pour dire le permis de conduire coûte 35 000, coûte 20 000, coûte 10 000. Le monde de l'auto-école célébrant l'union, le veut commun désormais, la prise en compte effective de leurs propositions par le ministère des Transports. La Fédération internationale des ouvriers du transport veut établir un réseau de contact entre les ports d'Afrique de l'Ouest francophone. Les responsables de ces différents ports et aussi des ports européens sont réunis à Abidjan pour plancher sur ce projet. Armand Boui et Franck Kouadio. Les ouvriers du transport veulent être dynamiques dans la lutte contre les ports et les pavillons de complaisance. C'est pourquoi ils ont instruit au menu des 4 journées de réflexion 2 axes prioritaires. Nous sommes à Abidjan pour une double raison. D'abord un séminaire d'évaluation du projet qui a été lancé ici en 2010 sur les pavillons et ports de complaisance. Et aussi nous sommes là pour l'installation officielle du premier inspecteur pour l'Afrique francophone. Et aussi pour la première fois nous avons donc un service d'inspectorat pour les pays francophones qui sera basé ici à Abidjan. Et celui qui a été nommé est un Ivoirien. La Côte d'Ivoire, à travers les 2 ports d'Abidjan et de San Pedro, attend beaucoup de la rencontre placée sous l'égide de la Fédération internationale des ouvriers du transport ITF. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire est majeur. Il s'agit pour nous de faire en sorte que nos dessertes soient compétitives et sûres. Aujourd'hui, on voit bien que la compétition portuaire est extrêmement importante au niveau de la côte ouest africaine et en particulier pour la Côte d'Ivoire. Quand on veut être un port moderne des Seines maritimes, compétitif, de qualité et de référence, il faut faire en sorte que nous ne soyons pas des ports de complaisance. Nous devons être des ports extrêmement exigeants. Djedja Li Mel, inspecteur du port d'Abidjan, a pris l'engagement de défendre les intérêts des ouvriers membres du syndicat des gens de mer, des travailleurs des ports d'Abidjan et de San Pedro, des chauffeurs de taxis, des marins-pêcheurs, tous à présent au séminaire d'Abidjan. Direction l'école des forces armées de Zambakro. Elle a été délocalisée à Yamoussoukro en 2005 après le déclenchement de la crise ivoirienne. Dans quelques jours, elle va enregistrer la sortie de sa 46e promotion d'élèves officiers. Et Franck Kouadio s'est intéressé au fondement même de cet établissement. Bienvenue à l'EFA, l'école des forces armées de Zambakro. Nous sommes le jeudi matin. Le colonel Atta fait le tour du propriétaire. L'école fait sa toilette. Le 5 août prochain aura lieu la sortie de la 46e promotion des élèves officiers de l'école. À cette occasion, les 64 élèves de la promotion cohésion recevront leurs épaulettes. Nous avons la remise d'épaulettes de lieutenants et de sous-lieutenants successivement aux médecins élèves officiers et aux élèves officiers. Remise d'épaulettes à des élèves officiers. Quoi de plus normal? Cette école, localisée à Zambakro, à 16 km de la capitale politique, forme uniquement les officiers de tous les corps militaires à l'exercice de commandement. Nous les formons pour qu'ils soient capables de commander une section de 25 à 30 hommes au combat. Voilà la formation que nous donnons à nos élèves officiers et cette formation dure 2 ans. Des élèves qui viennent de tous les horizons. Ici, on entre par voie de concours, celui des médecins officiers, le concours semi-direct réservé aux sous-officiers et le concours direct. Être âgé au minimum de 26 ans au 31 décembre 2015 pour les titulaires de la licence et les étudiants de fin de classe prépa. Et de 28 ans pour les détenteurs de diplômes supérieurs à la licence. Stratégie, technique, la pratique, mais beaucoup d'exercices. L'idée est d'être endurant dans la difficulté. La détermination, mais aussi l'esprit de discipline. Répétition générale, donc, avant la sortie de la promotion cohésion.
Le général de brigade Touré Sekou, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, est venu lui-même prodiguer des conseils aux futurs officiers. Des futurs officiers bien attentifs et prêts pour leur sortie le 5 août. Dans quelques jours, notons que l'EFA est une école militaire mixte. 9 élèves, femmes officiers, sont actuellement en formation. Les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire s'engagent pour des élections apaisées. Ils ont signé une charte de bonne conduite afin de contribuer au maintien de la paix et de la cohésion sociale en période électorale. Le reportage de Christelle Ounda est commenté par Abou Sanego. Chaude poignée de main entre la ministre de la Communication Afoussette Bambalamine et le président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI. Fruit de l'engagement pris par les professionnels de la presse pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Pour joindre l'acte à la parole, la mise en place d'une charte de bonne conduite. Cette charte sera accompagnée d'un véritable plaidoyer auprès des acteurs politiques et de la société civile pour prendre eux aussi cet engagement auprès du peuple ivoirien. Les éditeurs de presse, toutes tendances confondues, ont signé cette charte de bonne conduite. Ils entendent donc apporter une plus-value à la gestion et au management éditorial de la presse en Côte d'Ivoire pour la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Une initiative saluée par la ministre de la Communication représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. En décidant de vous doter de cet instrument pour des élections apaisées, vous voulez ainsi faire taire les accusations selon lesquelles c'est la presse ivoirienne qui fait le lit de toutes les crises survenues dans notre pays. Je voudrais donc vous saluer et vous féliciter pour avoir décidé librement de vous donner une boussole, que dis-je, une charte, à moins de 3 mois des élections présidentielles. La charte de bonne conduite comprend 10 commandements, entre autres, interpeller toutes les autorités impliquées dans le processus électoral sur le respect du ton apaisé tout au long de cette période, refuser de monnayer les articles de presse au bénéfice des acteurs politiques. Pour marquer la détermination des éditeurs de presse, une coordination a été mise sur pied pour le suivi du respect de cette charte. Le forum des guides religieux du département de Toumaudi, également en première ligne pour des élections apaisées. Prêtres, pasteurs et imams, membres de ce forum, invitent leurs fidèles et toutes les populations au pardon et à l'union. Chantal Akando. Durant une semaine, prêtres, pasteurs et imams du département de Toumaudi ont tous lancé d'une même voix un appel en faveur des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Des exhortations à l'humilité, au pardon et au renforcement de la paix retrouvée dans le département ont meublé ces activités. Les autorités politiques et administratives venues soutenir l'initiative ont insisté sur ce trésor que représente la paix. Jean-Édouard Assa, représentant du président du Conseil régional du Bélier, a pour sa part souhaité que cette initiative des guides religieux de Toumaudi fasse tache d'huile dans la région et dans la Côte d'Ivoire tout entière. Au terme de ces 1 semaine d'activité, les populations sont invitées à être des ambassadeurs de paix en respectant la loi électorale et surtout faire preuve de fair play après la proclamation des résultats. La commission de soutien pour la réélection du président Alassane Ouattara est en tournée du 1er au 31 août. Il s'agit d'expliquer, de sensibiliser et d'informer les populations sur les programmes de développement mis en place et encore à réaliser par le chef de l'État. Alexis Ouedraogo. La commission de soutien pour la réélection du président Alassane Ouattara veut voir son montant réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle. Elle envisage dans les prochains jours d'aller à l'assaut des populations de l'intérieur afin de leur expliquer le bien que l'actuel président peut rapporter au pays. Notre façon de participer, c'est de dire aussi à nos membres, éviter de commettre des exactions, éviter tout ce qui peut parler de dérapage. Le jour des élections, vous pouvez aller en bon citoyen, on ne va pas en tenue d'oiseau.
Selon Aboulaye Koné, membre de la confrérie d'Ozo de Côte d'Ivoire, cette caravane se fait en partenariat avec le mouvement PDCI Notre Héritage. Thème choisi de cette caravane d'un mois à travers toute la Côte d'Ivoire, une jeunesse unie autour d'Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire émergente. Le Bureau national du Rassemblement des enseignants a investi 42 sections et coordinations dans les régions de San Pedro, Soubré et Gagnoa. Le reportage est signé Abou Sanogo. 42. Tel est le nombre de sections et de coordinations du Rassemblement des enseignants républicains investis par le président national du RER, Rassemblement des enseignants républicains dans les villes de San Pedro, Soubré et Gagnoa. Pendant la tournée qu'il a effectuée dans ces différentes villes, Abdoulaye Kouyaté a appelé les enseignants républicains à se mettre en ordre de bataille pour la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. Abdoulaye Kouyaté, pour la circonstance, avait à ses côtés Sidiki Konaté, secrétaire général adjoint du Rassemblement des républicains chargé des syndicats, société civile et du monde associatif. Les enseignants doivent se mobiliser pour que le taux de participation soit au-delà de 80-90%. Les enseignants doivent se mobiliser pour donner une majorité confortable, alors très confortable au président de la République. Vous connaissez le poids des enseignants, mais dans le parti, c'est l'histoire, c'est la racine du RDR. Leur rôle d'encadrement des militants, leur rôle de sensibilisation nous a permis d'asseoir souvent des convictions dans le cœur des militants. Ceux-ci s'engagent à être les relais de la politique scolaire du président Alassane Ouattara. Le Rassemblement des enseignants républicains compte à ce jour près de 505 sections sur le territoire national. Quel bilan du Massa, marché des arts du spectacle africain 8e édition? Selon le directeur général du Massa, il a permis de repositionner la Côte d'Ivoire dans le calendrier des grands événements culturels internationaux. Et la 9e édition du Massa est annoncée pour le mois de mars 2016. Issa Yeo et Abou Sanogo. 250 000 spectateurs et visiteurs à Abidjan, Bouaké, Grand Bassam et Adzopé. 18 000 spectateurs à la cérémonie d'ouverture, 25 000 spectateurs à la cérémonie de clôture et 5 000 visiteurs par jour au village du Massa. C'est le bilan de la 8e édition du marché des arts du spectacle africain dressé par son directeur général, le professeur Yacouba Konati. Pour lui, cette 8e édition tenue en mars 2014 a repositionné le Massa dans le calendrier des manifestations culturelles internationales. En termes de bilan, je pense qu'il est important de citer aussi le gros effort que nous avons fait pour intéresser des partenaires privés de manière à ce que le Massa ne soit plus supporté seulement par la puissance publique, mais aussi par les partenaires du secteur privé. Pour la 9e édition, le directeur général du Massa exhorte les groupes artistiques à s'inscrire jusqu'au 31 août 2015. La réunion du comité de sélection qui va arrêter la liste des artistes pour le HIN est prévue du 28 septembre au 3 octobre. C'est pour cela que les candidatures doivent être toutes arrivées ici le 31 août, ce qui nous permettra d'anticiper un peu sur les problèmes que nous avons connus l'année dernière. Environ 2000 festivaliers sont attendus au prochain Massa prévu du 5 au 12 mars 2016. Il s'agit des artistes, des diffuseurs et des journalistes. La Semaine nationale du civisme est à sa 5e édition. Elle s'est tenue cette année à Bangourou dans l'est de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'éduquer et de former les populations, surtout les jeunes, à adopter les bons gestes, à être des citoyens modèles. Honorine Nigori. Cette 5e édition de la Semaine nationale du civisme dans la ville d'Abengourou a été marquée, entre autres, par une visite citoyenne chez le roi de l'Indénié, Sa Majesté Nana Bouakwasi III, et une conférence sur les symboles de la République. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, qui a présidé cette cérémonie, a expliqué le bien fondé de cette manifestation. Selon lui, elle vise à célébrer la République et à magnifier les valeurs citoyennes. Valeurs citoyennes qui ont pour but d'éveiller la conscience de la communauté nationale à un changement de mentalité. Pour réussir ce pari, Sidi Touré a invité les chefs traditionnels de la région de l'Indénié Djouablin à aller vers l'émergence avec les meilleures valeurs.
à savoir le respect des lois, des règlements, des institutions et des personnes qui les incarnent. Au niveau institutionnel, nous avons un certain nombre de choses. L'emblème, nous avons le drapeau, nous avons le portrait du chef de l'État. Ce sont autant de valeurs qu'il nous faut respecter pour aller vers l'émergence dans la discipline et la quiétude. Donc, nous pensons que c'était pertinent de rappeler ces valeurs-là à la jeunesse ivoirienne, à l'ensemble de la communauté ivoirienne, et cela sous l'aune de nos chefs traditionnels. La municipalité d'Abengourou se réjouit du choix de sa localité pour célébrer ses valeurs républicaines. 178 otages de Boko Haram libérés par l'armée nigériane. Parmi ces otages, une centaine d'enfants dans l'état de Borno, fief de l'insurrection islamiste. Un leader du groupe terroriste aurait également été capturé au cours de ce raid. Revenons pour finir sur la visite d'État dans la région des Grands Ponts. Première étape d'Abou, chef-lieu de la région. Elle a reçu ce matin le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara s'est dit chez lui à Dabou et heureux d'être avec les populations. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez tout à l'heure Sylvie Touré et ses consultants pour un décryptage de cette visite d'État dans la région des Grands Ponts. Et cet après-midi est consacré à l'étape de Grand Laou. Merci de rester avec nous sur RTI1.